Guy, merci à tous. Alors on va commencer, avant d'entamer la conversation, par visualiser sur les écrans les résultats d'un sondage qui a été fait avec Cham et l'Institut Ipsos sur le niveau d'acceptation des populations dans 5 pays différents vis-à-vis du fait que des infirmières pourraient se livrer à une activité plus médicale. Donc, pour ce qui est de la prescription d'analyse ou d'examen d'imagerie par un infirmier, je vous laisse regarder les résultats. Ensuite, on va passer à la diapo suivante, qui correspond, je vous laisse enchaîner la diapo, voilà, traitements médicaux, soins courants. Donc vous voyez qu'on a encore la Suède et la France qui sont en premier. Et puis la troisième diapo, c'est pour les petits actes chirurgicaux. Et donc se dégage de cette enquête, à mon sens, quelques messages simples. D'abord, la Suède et la France sont en général en tête, avec donc au moins des gens qui sont prêts mentalement. Ensuite, plus on va à l'est de l'Europe et au sud de l'Europe, moins il y a d'acceptation. Et puis, on voit que c'est pour les chirurgicaux que le niveau d'acceptation est le plus faible, apparemment, de la population, selon cette enquête. Donc, je vais commencer par vous, Madame La Liberté. Bon, d'abord, bienvenue en France, merci d'être ici. Et je vais vous demander un peu, par rapport à l'introduction qui a été faite suite à l'interview de Guy Valencien, et par rapport à ce sondage, quel est votre statut au Canada? Comment vous avez été formé? Qu'est-ce que vous faites? Oui, en fait, au Canada, moi, je viens du Québec. Donc, notre province est un peu en retard au niveau du développement du rôle de l'infirmière praticienne comparé au reste des autres provinces canadiennes. Notre formation est quand même la plus avancée. Donc, on a un niveau collégial suivi d'un niveau bachelier, premier cycle universitaire. Ensuite, on doit travailler pendant minimalement 2 ans dans la spécialité qu'on a choisie. Et on va aller faire un deuxième cycle universitaire, donc avec un bagage d'expérience déjà sur le terrain, en pratique clinique. On va aller faire une maîtrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées combinés avant de faire un examen de certification pour pouvoir entrer en pratique comme infirmière praticienne. Donc, c'est une formation qui est quand même assez importante. Et il y a 5 spécialités au Québec. Donc, il y a les infirmières praticiennes en première ligne, comme moi. Donc, un peu le pendant du médecin de famille au niveau de la clientèle. Il y a aussi des infirmières praticiennes spécialisées aux soins adultes qui travaillent en centre hospitalier pour une clientèle 18 ans et plus. On a maintenant en soins pédiatriques et en santé mentale, nos premières graduées terminent cette année et l'an prochain. Et on a aussi en néonatologie, donc avec les bébés prématurés. Pour ce qui est du rôle, je vais vous parler plus de la pratique avancée comme la mienne. Donc, on a quand même un tronc commun, toutes les spécialités, c'est qu'on va aller consolider nos connaissances au niveau des soins infirmiers auxquels on intègre des activités médicales supplémentaires. Donc, on peut maintenant prescrire de la médication. On n'a pas de restriction au niveau de la médication. D'imagerie, échographie, radiographie, on peut prescrire des analyses de laboratoire en fonction des suivis qu'on fait. Quand on est en première ligne, on fait les suivis des problèmes de santé chronique. On va faire aussi des suivis de grossesse, les suivis des enfants et on fait aussi du sans rendez-vous. Dans les problématiques qu'on peut rencontrer au sans rendez-vous, c'est les mêmes que partout dans le monde. Donc, des otites, des sinusites, des bronchites, pneumonies. Mais on a aussi des étourdissements, des douleurs abdominales, des chutes chez la personne âgée. Et on va tout pouvoir gérer ça à notre niveau. On a le droit de tout prescrire, mais au Québec, on n'a pas le droit de poser de diagnostic. On est donc derrière l'ensemble des provinces canadiennes à ce niveau-là. On a prescrit avant de diagnostiquer. Mais dans les faits, quand on prescrit pour une pneumonie, on prescrit parce qu'on sait que c'est une pneumonie, mais on n'a pas le droit de le dire. Ça, c'est dans les soins courants du sans rendez-vous. Oui. Et au niveau des problèmes de santé chronique, on peut faire le suivi. Depuis l'an dernier, on peut amorcer le traitement pour 6 maladies chroniques sans faire voir le patient au préalable, le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, l'asthme, les maladies pulmonaires chroniques et l'hypothyroïdie. Pour les autres problèmes de santé chronique, on doit référer au médecin pour poser le diagnostic. Une fois que nous, on a tout fait l'évaluation et qu'on sait que le patient, par exemple, a un problème chronique, je vais revenir à l'exemple du diabète, je le fais voir par le médecin pour poser le diagnostic et je continue mes interventions. Alors, ça ressemble à ça, là, à la base, le rôle de l'infirmière praticienne au Québec. OK, merci beaucoup. Annelle, do you want to tell us whether the... Est-ce que vous voulez bien nous parler de l'histoire racontée par l'oratrice précédente? Est-ce que cela résonne chez vous? Au Royaume-Uni, nous sommes un petit peu plus en avance par rapport au Québec. Notre rôle nous vient des États-Unis. Alors, le public est un peu sceptique peut-être, mais je suis praticienne chirurgicale. J'ai qualifié il y a 1 semaine, bravo. Après 2 ans de formation intensive,
Bravo. Et donc, notre modèle, c'est les infirmières praticiennes aux États-Unis. C'était Susan Holt qui a démarré ce rôle en 1993 dans la spécialité cardio-thoracique. Nous sommes hautement spécialisés dans un domaine. Il y a d'autres infirmières praticiennes qui sont plus génériques, qui couvrent des aspects médicaux plutôt que chirurgicaux. Il y a également quelques différences entre nous, les professionnels praticiens et les spécialistes avancés. Nous travaillons au niveau du bloc, nous travaillons en tant qu'assistante pendant les opérations. Donc, on collabore directement avec les chirurgiens, mais nous pouvons également réaliser des interventions toutes seules. Et il y a une liste d'interventions qu'on peut réaliser. Et cela va dépendre de notre expérience, de notre lieu de travail, du médecin spécialiste. Donc, vous parlez du médecin spécialiste. Oui, c'est ça, le consultant, on l'appelle. Et ce rôle a été introduit parce qu'on cherchait plus de stabilité au niveau des équipes chirurgicales. Au Royaume-Uni, les médecins se forment pendant 6 ans. Après, il y a eu 2 ans de plus où ils se spécialisent. Et après, il y a d'autres formations où ils alternent tous les 4 à 6 mois dans d'autres spécialités. Au bout de ces 4 ans-là, ils vont passer à la formation encore plus spécialisée. Et donc, ils vont travailler dans un hôpital pendant 1 an et puis après, terminer leur formation dans un autre hôpital. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait plus de stabilité en termes de soins de patients. Et les praticiens, les chirurgiens praticiens sont des membres permanents du personnel. Donc, c'est mieux du point de vue du patient d'avoir quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est reconnu par les patients, qui est tout le temps là. Nous sommes impliqués dans tous les aspects des soins de santé, préopératoires, l'évaluation préopératoire et aussi tout ce qui concerne les interventions après la chirurgie. Et après, on va suivre les patients cliniquement après les interventions. Et surtout dans mon service, on a une clinique d'arthroplastie. Moi, je travaille en traumatologie et en orthopédie. Donc, vous faites des arthroplasties. On assiste. On ne les fait pas tout seul, les arthroplasties. Et est-ce que vous pouvez nous parler, nous donner quelques exemples des activités particulières ou des interventions que vous avez l'habitude de réaliser? Oui, en gros, on peut, on peut prescrire des radios ou des échographies ou des scans. Et pour les images, les IRM, il va falloir la signature du médecin spécialiste. Pour les radios, on peut les prescrire tout seul. On peut prescrire les médicaments si on a la formation pour le faire. Et c'est une formation de 6 mois qu'il faut suivre avant de pouvoir prescrire les médicaments. On peut prescrire des tests sanguins ou d'autres examens qu'on estime utiles pour le patient. Et puis, désolée, je me suis un peu perdue. C'était quoi l'autre partie? Oui, les interventions particulières que vous pouvez faire seul. Alors, je peux faire des manipulations sous anesthésie, donc une manipulation suite à une fracture. Donc, on n'y arrive pas toujours. Je peux également faire des manipulations sous anesthésie et insérer des fils. C'est assez courant chez les enfants. Je peux faire un débridement de plaie avec application de pansements particuliers. Je peux également faire des injections au niveau des articulations. C'est ce que je fais actuellement. Oui, pour le traitement de l'arthrose ou des injections de stéroïdes. Et c'est quelque chose qu'on va faire avec, et on va être guidé par la radiographie. Et le canal carpien, par exemple, je peux opérer le canal carpien. En fait, cela va dépendre de votre spécialité. Pour mes collègues cardiothoraciques, ils peuvent travailler sur une partie pendant que le spécialiste va travailler au niveau de la poitrine. Donc, voilà. Agir, on a vu qu'il y avait un éventail assez large et assez élevé d'activités possibles pour vos collègues qui travaillent au Royaume-Uni ou au Canada. Vous voulez nous dire un petit peu ce à quoi vous avez été formé, ce que vous faites? Alors là, aujourd'hui, nous, en France, on a 4... donc c'est un cycle universitaire. Il faut
se former 2 ans, après avoir eu une expérience professionnelle d'un minimum de 3 ans, pardon. Il y a 4 mentions actuellement. Je fais partie de la première promotion d'IPA qui viennent d'être diplômés. Infirmière de pratique avancée, voilà, qui est l'équivalent français de nurse practitioner, voilà, au UK ou aux US. Ou infirmière praticienne spécialisée. C'est l'équivalent en France. Ma mention, donc c'est pathologie chronique stabilisée. Il y a 3 autres mentions, maladie rénale et transplantation, oncohémato et santé mentale. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a été formé justement au suivi du patient. Donc, je vais parler de ma partie, la pathologie chronique stabilisée. Donc, on a été formé au suivi pour 8 pathologies chroniques. Ça comprend donc le recueil, l'évaluation, ça comprend les conclusions cliniques, éventuellement l'orientation, le dépistage, prendre en compte tous les éléments, excusez-moi, prendre en compte tous les éléments de vie du patient, de manière à l'inscrire dans son parcours de santé. On a aussi tout l'aspect, donc là mes collègues parlaient de prescription d'examens complémentaires, donc tout ce qui va permettre de suivre la pathologie, nous sommes habilités à le faire dans les domaines pour lesquels on est autorisé à le faire. Voilà, donc là aujourd'hui... Oui. Et donc ça, c'est ce que vous avez commencé à faire? Alors aujourd'hui, je n'ai pas commencé à le faire moi concrètement, puisque je suis en libéral et qu'on n'a pas de modèle économique. Donc la convention est en train d'être négociée avec les partenaires syndicaux. On n'a pas pu assister aux négociations, on n'a pas pu expliquer ce qu'on faisait et ce qu'on allait faire sur le terrain, comment on allait réinvestir ce diplôme dans l'organisation en soins primaires. Aujourd'hui, ce qui est proposé n'est pas du tout à la hauteur des attendus. On a une partie qui va être vraiment du suivi clinique, où là, effectivement, on vient en collaboration avec le médecin et en complémentarité de ce que le médecin... Donc, mes collègues parlaient de diagnostic. Nous, aujourd'hui, on est vraiment inscrits sur le suivi. Et donc, cette partie de suivi, aujourd'hui, elle va être rémunérée avec un forfait qui a été estimé, qui aujourd'hui n'est pas estimé à la hauteur des enjeux, je pense, puisque suivre quelqu'un dans sa pathologie chronique pour une valeur de 160 € par an, c'est un peu... bon, après, voilà, c'est encore en cours de négociation. Ce que je peux dire, c'est que là, ce qui est proposé comme rémunération est vraiment... risque de précariser les infirmières qui se sont engagées dans cette direction. Aujourd'hui, par rapport à la profession infirmière, on va dire que cette opportunité de carrière dans la clinique permet effectivement de reconnaître, de replacer l'infirmière auprès de nos usagers et dans le système de santé. On va avoir un rôle aujourd'hui qui est beaucoup plus d'accompagnement. On en a parlé tous ce matin. On a vu l'organisation des maisons de santé, on a vu l'organisation des CPTS, enfin des communautés territoriales. Et aujourd'hui, les soins primaires sont en train de s'organiser. La pathologie chronique, c'est l'enjeu de demain. Et nous, on a cette compétence supplémentaire qui va venir soulager, qui va venir en collaboration avec les médecins et avec les équipes. Mais il n'y a pas que les médecins, il y a tous les autres professionnels. C'est une intervention qui va être interprofessionnelle. OK. Alors justement, on va revenir... Tatiana mentioned the problem of the valuation. Parler du problème de l'évaluation. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des revenus additionnels que vous pourriez recevoir une fois que vous avez été diplômé? Oui. Si une infirmière nouvellement qualifiée commence à 24 000 livres par an, au Royaume-Uni, on est organisé avec des classements. Plus vous êtes classé en haut, plus votre salaire est plus élevé. Vous commencez à partir de 37 500 000 par an jusqu'à 60 000, 70 000, selon votre expérience et selon votre progression dans
votre classement. Ce que vous faites, est-ce que vous avez étudié et reconnu dans votre salaire? Et si vous travaillez dans le secteur public, on vous permet de travailler également en privé. Et ça peut augmenter vos revenus. Et donc, il n'y a pas de problème. Et autrement, l'hôpital va payer vos frais universitaires. L'hôpital va vous former. Donc, l'hôpital investit en vous. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. J'étais embauchée comme une stagiaire et l'hôpital a payé mon salaire et ma formation. Le revenu, c'est entre 10 et 25 000 livres par an en plus par rapport au salaire normal d'une infirmière. Donc, chez nous, les infirmières praticiennes sont syndiquées, sont payées par l'État. Donc, le salaire va osciller entre 60 et 100 000 canadiens par année. Pour ce qui est de la formation en soi, étant donné qu'il y a un enjeu ministériel, on souhaite avoir 2000 infirmières praticiennes spécialisées au Québec d'ici 2024-2025. Donc, il y a des bourses d'études qui ont été offertes par le ministère, le gouvernement, pour faciliter la formation, étant donné qu'on est des infirmières qui travaillons déjà. Donc, il faut arrêter de travailler idéalement pour faire la formation qui est quand même assez intensive. Certaines vont l'étaler sur plusieurs années et travailler en simultané, mais la majorité, on s'arrête, on fait la formation et on reprend. Donc, ça compense la perte salariale pour la période de formation. On a quand même beaucoup de support au niveau du gouvernement du Québec actuellement pour favoriser la formation. Un petit élément supplémentaire que j'ajouterais, que je n'ai pas nommé tantôt, mais qui est quand même majeur, ça va assez rapidement au niveau du développement du rôle au Québec actuellement. On va avoir vécu 2 changements réglementaires en 2 ans. L'an prochain, les infirmières praticiennes du Québec vont poser les diagnostics. On ne connaît pas encore l'ampleur des moments où on va pouvoir le poser, mais ce qui semblerait, c'est que pour les maladies les plus courantes, on parle autant de toutes les raisons qui viennent au sans rendez-vous que celles qu'on va voir pour le suivi des maladies chroniques. Donc, il y aura probablement un ajustement salarial dans les prochaines années aussi qui va se poser pour les infirmières praticiennes du Québec en fonction du niveau de responsabilité qui est de plus en plus élevé. La majorité d'entre nous avons en charge des patients en suivi avec nous qui peut varier, là, dépendant des milieux, de 250 à 1000 patients, dépendant si on est dans des unités d'enseignement pour la relève ou si on travaille dans une clinique médicale, par exemple, où on va avoir plus de patients à charge pour faire le suivi. On travaille toujours en collaboration et en partenariat avec des médecins, mais aussi avec une équipe interprofessionnelle, comme on disait tantôt. Et le patient est non seulement au centre des soins, mais maintenant, il se retire du centre pour être dans l'équipe avec nous. Ouais. Il fait partie vraiment de l'approche pour qu'on puisse offrir de meilleurs services qui répondent aux besoins de la population. Okay, merci beaucoup. Donc, c'est un supplément de rémunération qui a l'air attractif et plus attractif que ce que on vous a proposé. Oui, alors, il faut... Enfin, ce qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on est confronté d'un côté au système libéral, de l'autre côté... je n'ai pas parlé de la fonction publique hospitalière. Hein, les grilles ont été proposées, là, c'est pareil. Hein, et c'est du niveau... c'est l'équivalence de ce qui est proposé actuellement. Aujourd'hui, nous, on arrive avec une innovation et une proposition et avec une offre de soins qui est un peu différente. Et on avait imaginé qu'effectivement, ça se serait encouragé, valorisé. Pourquoi pas une innovation aussi dans la rémunération, hein, parce qu'on ne demande pas effectivement à être rémunéré à l'acte, mais au moins qu'on puisse vivre correctement et que ça soit reconnu dans ce qu'on va apporter. Alors c'est sûr que c'est un pari, c'est faire confiance, c'est vraiment valoriser ça, parce que là aujourd'hui on vient on accompagne les orientations qui sont données au niveau du gouvernement avec Ma Santé 2022. On est apparu avec la loi 2016, les pratiques avancées sont apparues à ce moment-là. Et sur le terrain, on va vraiment accompagner ces nouvelles organisations et la réorientation de l'offre de soins, c'est-à-dire être plus sur le chronique, la promotion de la santé, l'éducation, et ça va être tout notre rôle. Après, on est un levier formidable pour tout ça, et donc aujourd'hui, vraiment, le message, c'est donnons-nous les moyens pour que les infirmières qui sont formées puissent... En sachant qu'il y a 100 000 infirmières libérales en France, à peu près, donc si 10% accédaient à la formation et obtenaient 10 000 € de plus, ça correspondrait au budget qui était remboursé par l'assurance maladie pour l'homéopathie, par exemple, et qui ne l'est plus. Alors, je laisse les décideurs faire les calculs, mais certainement qu'il y a des calculs dans ce sens-là à faire. Parce que, justement, les patients qui seront suivis d'un point de vue, par exemple,
en santé mentale. Là, il y a Madame Vonner qui a remis son rapport en disant que voilà, il faudrait, la réorientation du système psychiatrique va se faire sur 80% en ambulatoire. C'est une espérance dans les années qui viennent. Aujourd'hui, cette réorientation, elle va se faire en appui avec les professionnels et en collaboration avec les professionnels. Et donc, l'organisation des soins primaires, elle doit se faire. Donc, voilà, j'ai perdu le fil, voilà, comme ma collègue tout à l'heure. C'est pas grave. On va profiter de la collaboration avec les professionnels pour vous interroger. Do you want to tell us about the relationship? Vous pouvez nous parler de la relation avec le médecin? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est très collaboratif? Oui, au Royaume-Uni, la relation avec le médecin est très collaboratif et très constructif. Le médecin vous donne toujours du feedback sur votre performance et il vous soutient dans votre rôle. Il ne nous voit pas comme une menace envers leur formation, leur expertise. Ils nous considèrent comme un soutien, surtout parce que maintenant, au Royaume-Uni, il y a vraiment une pénurie de médecins, comme partout en Europe, je pense. Et donc, ils nous voient comme un réel soutien, surtout lorsqu'ils luttent dans les services pour voir autant de patients. On peut les remplacer si on les libre et on peut les aider. On peut les soutenir avec des lettres pour d'autres confrères, etc. Donc, nous avons vraiment construit un réseau de soutien autour des médecins. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous lorsqu'ils en ont besoin. Donc, le niveau de confiance est bon? Oui. Le Canada avait des problèmes de pénurie de médecins aussi, puisqu'il y avait des médecins français qui partaient au Canada. Maintenant, c'est devenu un peu plus difficile parce qu'apparemment, vous en avez croqué pas mal. Est-ce que les relations avec les médecins se passent bien? Oui, en fait, en général, oui. Je pense que les médecins qui travaillent avec nous, ça va très bien parce qu'ils connaissent le rôle, ils voient ce qu'on peut faire, ils connaissent la formation, la rigueur. Aussi, on utilise les données probantes, on travaille avec les mêmes guides de pratique, on a la même approche dans l'évaluation du patient. Là où on est différent, c'est dans notre approche d'infirmière en soi, c'est-à-dire dans la façon où on va travailler avec le patient, on devient très complémentaire. Les médecins qui sont plus résistants sont les médecins qui ne travaillent pas avec nous et ne connaissent pas le rôle. Habituellement, c'est une question de changement. Ça prend du temps, changer des mentalités, voir comment ça se passe et comprendre qu'on peut travailler ensemble. Il y a assez de patients pour tout le groupe. En fait, il en manque, donc ils ont besoin de nous. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. On est vraiment là comme pour une complémentarité des rôles et on ne veut pas se substituer à des médecins et ce n'est pas ce qu'il faut faire non plus si on veut rester. Évidemment. Donc, on est là vraiment pour amener nos forces respectives, chacun dans les soins qu'on va offrir à nos patients. On ne voit pas les mêmes. On veut améliorer l'accessibilité aux services. Donc, l'objectif, c'est de permettre que les patients puissent avoir des rendez-vous plus rapidement. Alors, on travaille côte à côte pour recevoir les patients dans nos bureaux et on ne se dédouble pas le plus possible dans nos services, justement pour éviter que, finalement, en bout de ligne, on soit là présent, mais pas pour améliorer l'accessibilité aux services. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va le travailler. Donc, oui, il y a de la résistance au changement, ce qui est normal, ce qu'on voit partout et en tout temps. Il faut juste prendre le temps de le faire. Et comment le faire? Bien, c'est en s'assoyant ensemble pour en parler comme on fait actuellement, pour voir qu'il n'y a pas de menace, mais qu'on est bien là avec rigueur pour les mêmes services. Est-ce que vous êtes évalué? On est évalué. En cours de pratique, on est évalué dans le sens que on est en partenariat et si on avait un moment où on faisait des actes qui sont inappropriés au niveau médical en soi, le médecin pourrait crier au loup pour le dire, sauf que c'est rare que ça arrive, évidemment, de par la formation, depuis qu'on a un examen de certification pour valider les compétences avant d'entrer en fonction. Alors, on est vraiment là pour travailler ensemble et ça se voit dans notre quotidien sans être évalué avec quelqu'un qui nous observe. Puisque je vais échanger sur les cas avec les médecins avec qui je travaille, il va comprendre que je connais mes limites, je sais où je vais m'arrêter, quand je vais passer le bal pour qu'il puisse continuer les services si jamais je ne peux pas le faire. Donc, c'est vraiment une question de reconnaissance, reconnaissance du rôle, mais aussi d'échange pour voir qu'on comprend les mêmes choses et qu'on est au même endroit par rapport aux soins qu'on va offrir. OK, merci. Annalisa, do you know if the... Savez-vous si le NHS au Royaume-Uni a fait une évaluation médicale ou économique du nouveau système une fois que les infirmières praticiennes travaillaient sur le marché? Je ne suis pas au courant, mais il a été montré dans plusieurs études que l'introduction des infirmières praticiennes, en général, que ce soit
en soins chirurgicaux ou en infirmières spécialisées a augmenté la qualité des soins envers les patients parce que le patient a reconnu que nous sommes présents tout le temps. Et en termes économiques, évidemment, cela a économisé de l'argent parce que nous sommes employés comme un membre permanent et on n'a pas besoin de remplacer les lacunes dans les agences. Mais je crois que notre rôle ça sert l'hôpital d'avoir une continuité, de pouvoir garantir cette continuité. Surtout du point de vue économique, ça peut économiser parce qu'un médecin qui travaille en poste, il va vous coûter beaucoup plus cher qu'un membre du personnel comme nous. Qui est à la fois mature mentalement, économiquement, médicalement. Là, aujourd'hui, oui, on a l'expérience. C'est des modèles inspirants pour nous en France, hein, c'est sûr. Et aujourd'hui, on a tout à faire, nous, pour évaluer nos propres pratiques. Après, il faut déjà qu'on puisse arriver sur le terrain et qu'on puisse pratiquer. Après, ce qu'elle dit, c'est très intéressant hein, quand elle parle de continuité, parce qu'effectivement, dans ce rôle d'infirmière, il y a ce rôle de clinicienne où on est dans le suivi du patient, dans la clinique vraiment, et puis il y a tout ce rôle de mission transversale où là, ça rassure beaucoup parce qu'en fait, on a une lisibilité du système et de l'écologie, tant en établissement que sur le terrain, en soins primaires. Et c'est ça qui va apporter une plus-value dans le système. Je vais prendre au niveau de l'usager, l'innovation, elle se situe dans le fait qu'on va pouvoir travailler sur le parcours de soins, sur le parcours de vie, le parcours de soins et le parcours de santé d'un individu, le personnaliser, et ça va avoir un coût immédiat pour la société, c'est-à-dire pas de redondance d'examen. Oui, pardon, un gain. C'est-à-dire pas de redondance d'examen et un accompagnement. Et en plus, on va pouvoir faire intervenir, réorienter, puisque ça va faire partie de nos rôles, ou orienter en fonction des problèmes qui vont être soulevés. On va pouvoir agir sur les facteurs de risque, on va pouvoir agir sur la qualité de vie des patients. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, c'est un modèle ce qu'elles font, et aujourd'hui, il faut qu'on se l'approprie en France et qu'on le mette dans nos milieux de soins à nous, et voilà, et on est prête, on est formé. Et vous avez rencontré des médecins ? Non, mais pour savoir un petit peu quelle était leur acceptation. Ah bien sûr, comme disent mes collègues, dès qu'on travaille avec un médecin en partenariat, en collaboration, la plus-value, chacun se positionne, la confiance s'installe, et aujourd'hui, oui, sur le terrain, vraiment, ça fonctionne. Okay. Voilà. Merci. Annalisa, do you want to tell us a little about the liability regarding... Vous voulez nous parler un petit peu de la responsabilité concernant votre activité? Bien sûr, comme toute profession médicale, vous êtes responsable envers le patient. Vous devez rendre des comptes, et ultimement, si les choses ne passent pas bien, le patient peut porter plainte. Et est-ce que cela se passe au Royaume-Uni? Oui, cela arrive assez souvent. Les Britanniques ils aiment beaucoup que les choses soient parfaites. Autrement, ils portent plainte facilement pour un oui ou pour un non devant les tribunaux. Donc, l'hôpital va vous proposer une certaine couverture assurantielle pour vous protéger de ce type de problème de responsabilité juridique. Mais c'est à vous et c'est toujours, ça vous incombe de tout documenter très clairement, de telle façon que si quelque chose se passe mal, vous savez que vous avez fait les bonnes choses, vous avez fait les choses correctement comme elles devaient être faites. C'est important de suivre les politiques et les protocoles. Et chaque hôpital au Royaume-Uni a ses propres politiques sur comment travailler, en plus des lignes directrices nationales qui sont bien sûr disponibles et que vous devez respecter. Juridique
Oui. En fait, de notre côté, on a aussi une assurance responsabilité. On est responsable de nos activités. Le médecin n'est pas responsable de ce que moi, je vais poser comme activité, à moins que je fasse une intervention qui est reliée directement à ce que lui a dit que je devais faire. Mais habituellement, on travaille beaucoup dans la latitude et l'autonomie, donc je vais choisir de mes interventions avec le patient. Il n'y a pas beaucoup de poursuites au Québec, différemment de ce qui se passe en Angleterre. En fait, un de mes médecins partenaires me disait souvent, si tu écoutes le patient et ses besoins, que tu réponds à son besoin, les poursuites sont pas mal diminuées, prends le temps de l'écouter. Alors, c'est ce qu'on fait, on écoute ce qu'ils ont besoin et on va remplir les interventions, on va faire ce qu'il faut pour répondre adéquatement. Donc, l'important aussi sera la formation continue. Puis la formation continue, on la fait aussi en présence de nos médecins partenaires. On la fait parfois en regroupement d'infirmières praticiennes aussi, mais on essaye de la faire en groupe justement pour porter les mêmes messages à notre clientèle. Comme je disais, on utilise les mêmes guides de pratique. C'est important, c'est ce qui va faire en sorte aussi qu'on va éviter des poursuites. Plus on va être près des interventions qui doivent être faites en suivant les données probantes, moins il y a de risques, évidemment, mais on n'est pas à l'abri et on a la assurance responsabilité pour ça. Donc, on essaye de ne pas penser à ça au quotidien, mais de bien faire le travail. On connaît le cadre juridique français qui va justement accompagner cette nouvelle pratique et ce nouveau statut d'infirmière avancée? Alors, les décrets sont sortis, hein, on a le cadre. Pour parler d'assurance, on a aussi une assurance, on a une obligation de moyens de toute façon en France pour tous les professionnels de santé. Hein. Donc, elle parle d'assurance, donc on a une responsabilité civile professionnelle obligatoire. Aujourd'hui, il y a la jurisprudence qui n'est pas faite, hein, puisqu'on démarre tout juste. Quand je dis obligation de moyens, donc c'est aussi une obligation de formation. Donc on est en train, effectivement, au sein de la profession, de s'organiser pour pouvoir proposer justement cet accompagnement qui n'a pas été prévu dans les OPCO santé, les objectifs de DPC. En tout cas, il n'y a rien de prévu pour les infirmières en pratique avancée. Donc on est en train de mettre tout ça en place et effectivement, comme on est autonome, c'est à nous de nous saisir de tous ces rôles et de les mettre... voilà. Donc ça fait beaucoup de choses en très peu de temps. Oui, parce qu'au final, je ne suis pas sûr qu'on ait bien une vision claire de la visibilité qu'on peut avoir sur l'exécution des infirmières de pratique avancée en France dans les 3-4 prochaines années. Est-ce que vous avez cette visibilité ou est-ce que justement le message que vous avez envie d'envoyer, c'est que vous en manquez? On en manque parce qu'aujourd'hui, on a besoin de communiquer, de faire de la pédagogie autour de tout ça et d'informer et les collaborateurs et les praticiens de ce qu'on va faire sur le terrain. Après, il y a toutes celles qui partent se former et qui se sont formées ont tout un projet professionnel. Donc elles sont toutes déjà dans un milieu de soins. Et le principe de cette profession, c'est qu'on devient expert de son domaine. Moi, je travaille en libéral dans mon secteur depuis 2003. Donc aujourd'hui, je connais tous les professionnels avec qui je travaille. Et ils ont confiance en moi. Et ils m'ont suivi dans ma formation, ils m'ont suivi dans tout ça. Donc vraiment, la lisibilité de terrain, elle est là. Ce qui est difficile, c'est derrière l'accompagnement institutionnel, structurel, on va dire. Parce que l'implantation doit se mettre en place. Et cette implantation, elle doit être accompagnée aussi par ça. Alors, il y a une volonté politique forte par Ma Santé 2022, on entend parler des infirmières de pratique avancée, en pratique avancée partout, mais aujourd'hui, il faut donner la parole aux infirmières en pratique avancée. Parce que combien il y en a en France? Alors, on est à peu près une soixantaine de diplômés pour cette session. Donc c'est très peu pour l'instant. C'est très peu. Il y en a 350 qui vont arriver l'année prochaine, voire un peu plus parce qu'on n'a pas encore les chiffres des VES, c'est-à-dire des deuxièmes années qui viennent se former comme moi qui avait un master préfiguratif. Donc, et ça va monter, ça va être exponentiel rapidement parce qu'il y a un gros attrait de la profession du fait que c'est une ouverture dans la carrière, une ouverture sur le champ clinique. Les universités font le plein. Il y a 2 nouvelles universités qui... Alors, il y a eu une réunion, je n'ai pas les résultats encore, mais hier ou avant-hier, où elles ont été accréditées pour la formation. Et donc, tout le territoire va être maillé. Et là, aujourd'hui, moi, je vais faire des interventions dans les universités. Donc là, en fait, on est en train d'investir tous les champs de la formation et de la discipline et du métier. On est en train vraiment de l'installer. Voilà, donc c'est des perspectives, voilà.
qui sont très positives. OK, merci beaucoup. Est-ce que, do you want to tell us about how long did it take? Voulez-vous nous dire combien de temps cela a pris de mettre en œuvre les réformes dans les différents pays que vous représentez? Car c'est un sujet ancien. On a parlé des essais 1971 dans le dans les différents journaux spécialisés. On a parlé à plusieurs reprises de la médecine sans médecin. Finalement, au final, combien de temps cela a pris pour médecin? De 1983, quand ça a commencé, jusqu'à 2006, on peut dire, oui, jusqu'à ce que le Royal College des chirurgiens puisse accepter tout cela. Donc, nous avons eu un cadre qui est maintenant accepté. Et maintenant, il y a 3 universités au Royaume-Uni qui sont accréditées par le Collège royal des chirurgiens pour suivre cette formation précise. En fait, au Canada, depuis 1960, il y a des mouvements là, dans le Canada anglais, mais au Québec, c'est depuis 2005. Donc, on a eu nos premières infirmières praticiennes spécialisées cardiologie, néphrologie à cette époque-là et néonatologie. Pour la première ligne, c'est depuis 2009 seulement. Oui, et puis on est seulement que 550 gradués certifiés actuellement. Donc, c'est vraiment en croissance. Combien d'infirmières au Québec? 74 000. Au Québec? Au Québec. OK. Donc, il y a du travail à faire, il y a de la place. Okay. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci.